Bon, bienvenue à ma session. Alors, j'ai toujours du mal de trouver des titres sympas. Alors, il est nul ce titre. Enfin, moi, je le trouve nul en tout cas. En tout cas, par rapport à... Mais j'avais du mal de trouver. Mais je voulais quelque chose qui reflète un peu le 10e anniversaire de Devox. Parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas Devox France, mais il y avait Devox Anvers en Belgique. Alors, à l'époque, on appelait ça juste Devox parce qu'il n'y avait pas plusieurs. Et puis, à la fin d'une keynote, la keynote de Stephen Jensen, le créateur de Devox, il nous dit: Ah, j'ai oublié de vous annoncer quelque chose. Et il nous passe une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube où il annonçait la création de Devox France. Bon, depuis, il y a eu d'autres Devox. À l'époque, pour ceux qui étaient au Marriott cette année-là? Ah oui, pas mal. Quelques-uns quand même. Bon, ça a été 3 fois au Marriott, et puis depuis, ça fait déjà 7 éditions qu'on a ici au Palais des Congrès. Avec un certain nombre de moments mémorables. Alors, j'ai pas des photos pour tous. Je vous laisse deviner laquelle je préfère. Euh, Évidemment, c'est celle où Antonio est en rose. Qui y était quand Antonio était en rose? Ah ouais, quelques mains quand même. Et puis bon, pour revenir quand même un petit peu sur le sujet, je pense qu'il vous passionne le plus, Java. Java a beaucoup évolué sur la précédente décade. On a eu quand même 10 versions publiées grâce au nouveau rythme de release qui a été instauré après la sortie de Java 9. Et sur ces 10 versions, il y a eu des accueils très mitigés, très différents, qui sont passés un petit peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a eu 3 versions LTS, donc des versions avec du support sur un certain nombre d'années, des patchs en tout cas sur un certain nombre d'années. Alors on a eu Java 8 avec un fort engouement, donc là on peut mettre du vert, je pense qu'on peut être tous d'accord avec ça. On a eu Java 11 avec une adoption plutôt lente, donc on peut plutôt imaginer que c'est du jaune. Et puis Java 17, alors là c'est moi qui l'ai mis, on verra si vous serez d'accord ou pas, j'ai appelé Bonheur des devs. Il fallait trouver quelque chose, donc c'est plutôt bleu. Et puis on a eu 7 versions non LTS, dont Java 9. Alors là, on va plutôt mettre rouge parce que ça a complètement cassé l'engouement qui avait été apporté par Java 8. On est sur quelque chose qui a complètement cassé cet engouement. C'est dommage, mais c'est comme ça, on en reviendra. Et puis on a eu 10, 12, 13, 14, 15, 16. Là, il n'y a pas de couleur, ça a été complètement transparent, pour la plupart d'entre nous en tout cas. Bon, ça c'était ma petite intro. Je suis Jean-Michel Doudou, j'ai 2 casquettes, je suis 2 fois CTO d'Oxiane Luxembourg. Ça vous donne une idée de là où je travaille, pas de là où je vis. Je suis frontalier. Vous savez, j'ai les avantages de la province, les inconvénients de Paris. C'est comme ça. Et puis je suis aussi CTO du groupe Oxiane pour le coup. Je rédige quelque chose depuis un petit peu plus de 20 ans. Oui, ça fait plus de 20 ans maintenant. Parce que moi j'ai fêté le 20e anniversaire il y a 1 an et demi. J'ai écrit quelques lignes, ou quelques pages, quelques milliers de pages. Et puis bon, j'ai fait différentes choses, notamment je suis le cofondateur du Lorraine Jug, ce qui fait que j'ai été élu Java champion il y a déjà quelques années. Au niveau du plan, alors là pour le coup j'ai aussi fait très basique comme le titre, vous savez, un plan en 3 parties, passé, présent, futur. Passé, on reviendra rapidement sur les 10 ans d'évolution de Java, alors pas sur tout, hein. J'ai fait un peu de cherry picking, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui nous ont été proposées sur ces 10 années. Le présent, on parlera migration. Alors pas forcément dans le détail, hein, parce que j'ai 45 minutes, mais on parlera de migration de Java, vers Java 11 ou 17. Et puis des choses où on a certaines difficultés, nous développeurs, c'est convaincre l'exploitation et parfois aussi le management. Je donnerai quelques idées qui généralement sont reçues, on verra. Et puis, alors, je n'irai pas dans le détail parce qu'il peut y avoir plein de cas particuliers, mais dans les grandes lignes, ce qu'il faut au moins faire quand on voudra faire cette migration. Et puis, 2 slides sur le futur. Alors, sur ces 10 ans, on revient en 2012. En 2012, on a Java 7. En tout cas, la version courante, c'est Java 7. Elle est sortie en juillet 2011, avec des choses sympas. NIO 2. D'ailleurs, à la première session de Devox, quelqu'un que je connais très bien avait fait un talk sur NIO 2. Assez méconnu, moi, je trouve, des développeurs Java, avec des choses sympas pour manipuler des fichiers, des répertoires, notamment pour remplacer l'antique class file d'IO. Des choses aussi sympathiques pour obtenir des notifications quand il y a des changements qui interviennent dans un répertoire, par exemple, qui peuvent s'appuyer sur le système plutôt que d'avoir à écrire nous du pooling, pour parcourir les arborescences aussi. On a le projet Coins. Bon, là, normalement, à partir de Java 7, on maîtrise bien le travail with resources, le fait d'avoir des catchs multiples dans les catchs, l'opérateur diamant, la possibilité d'utiliser des strings dans le switch. Et puis quelque chose, moi, je trouve, qui est assez méconnu des développeurs Java, c'est la possibilité de mettre des underscores dans des littéraux numériques. Ce qui fait qu'on peut faire des choses comme ça. Bon, évidemment, faites pas ça, mais ça, c'est sympa. Qui connaissait pas? Ah ouais. J'ai bien fait de mettre ça, tiens. Non, c'est vrai que c'est assez méconnu, mais c'est bien pratique, hein, parce que... Alors, pour ceux qui font l'assertif, la ligne que j'ai barrée, elle se compile, hein.
Et puis bon, d'autres API alors, qui sont passées un peu transparentes, mais qui étaient des prérequis, notamment pour les streams et les lambda. L'API ForkJoin et Invoke Dynamic. En mars 2014, Java 8, beaucoup de choses sympas dans Java 8. Ça a vraiment redonné un engouement à Java, les lambda, les références de méthode, l'approche fonctionnelle avec l'API Stream. Enfin, une API digne de ce nom pour gérer des données temporelles avec l'API DateTime. Et puis, grande révolution, hein, pour quelqu'un comme moi qui a connu Java 1.0, la possibilité de mettre du code dans certaines méthodes dans les interfaces avec des méthodes statiques et les méthodes par défaut. La classe optionnelle, les annotations répétées aussi. Et ce qui fait que tout ça, ça a vraiment redonné un engouement à Java, un fort engouement à Java. Et puis on a Java 9 qui est sorti 3 ans et demi après, en septembre 2019. Alors en termes de syntaxe, quelques petites choses qui ont fait évoluer un petit peu le langage. Adsevarac sur les méthodes privées, l'opérateur diamant sur les classes anonymes, on ne pouvait pas avant. Le try use resources simplifié dans le cas où la ressource qui va être gérée, donc qui implémente closable ou auto-closable, est explicitement finale. On peut simplifier le code. Avant, en Java 7 et 8, il fallait obligatoirement redéfinir une méthode et simplement l'affecter à la variable. Et bien, à partir de Java 9, on peut directement utiliser l'instance sous réserve qu'elle soit explicitement finale. Et puis, on a le 51e mot-clé réservé de Java, l'unique caractère underscore. Et puis, et ça c'est pas mal, pour renforcer l'encapsulation, on peut mettre certaines méthodes privées dans les interfaces en Java 9. En termes d'API et d'outils, on a JShell, un outil de type Ripple, moi que j'aime bien, pour prototyper ou pour tester du code Java, plutôt que de lancer un IDE, ça peut être sympa. C'est très complémentaire à un IDE, moi je trouve ça très sympa pour tester ou expérimenter. On a une API standard pour manipuler des processus du système, plutôt que de faire des invocations à des commandes du système. On a une interface, donc implémentée par la JVM, qui nous permet d'interagir avec ces processus. On a des fabriques statiques pour nous faciliter la création de collections immuables avec des valeurs qu'on fournit de manière statique. Donc on peut faire des choses comme ça. On a des surcharges de la méthode off dans list, set et map qui nous permettent assez facilement, sans avoir introduit une syntaxe dédiée au travers de l'utilisation de fabrique. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. On a les Vrandl aussi, pour nous proposer en standard certaines opérations atomiques et ou ordonnées via une référence typée à une variable. Une API pour parcourir la stack des stack traces, les frames des stack traces, et puis un portage, simplement ils ont juste changé le nom de package des 4 interfaces qui composent les Reactive Streams, ça s'appelle la Flow API dans le JDK. Et puis on a les modules. Qui est content des modules? Ok. Bon, il n'empêche que c'est quand même la fonctionnalité, depuis le début, la plus impactante, probablement la plus controversée aussi. Alors, la plus impactante parce qu'elle touche à tout, au code, aux outils, aux bibliothèques, vraiment à tout. C'est vraiment la première fois qu'on a quelque chose qui a un tel impact dans l'écosystème Java. Probablement la plus controversée aussi, la preuve, c'est qu'il n'y a que 2 mains qui se sont levées. Il aurait pu en avoir un peu plus, non? Si, de toute façon, il faudra y passer un jour. Bon, peut-être pas demain ni après-demain, mais il faudra y passer. Et peut-être que pour vous y convaincre, alors je ne suis pas sûr de le faire en 2 minutes, mais il y a quand même des choses intéressantes dans les modules. Ils ne nous sont pas proposés juste pour nous embêter, même si je reviendrai rapidement dessus, ça propose des contraintes, mais il y a des points forts aussi. Vous savez, en IT, il faut toujours regarder le bon et le mauvais côté, et puis arriver à faire un trade-off, pas regarder que ce qui nous arrange ou ce qui nous dérange finalement. Et il y a quand même des choses intéressantes. Alors, si on regarde la documentation, ils disent fiabilité de la configuration. Moi, je dirais une meilleure fiabilité de la configuration, en tout cas pour l'instant. Notamment parce que dans un descripteur de module, on a déclaré nos dépendances. Donc, on est sûr, au moins, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit la bonne version, mais on est au moins sûr qu'il y a une dépendance qui est là. Renforcement de l'encapsulation aussi, ça c'est quand même sympa. Non? Pas beaucoup d'enthousiasme là sur le coup là. C'est quand même important l'encapsulation. Sinon, on ne s'embêterait pas, on mettrait tout public. D'accord? Et puis, des choses qu'on oublie aussi parfois, la performance. Et puis, bon, forcément, généralement, les modules sont plus petits, donc ça peut améliorer aussi la maintenabilité. Mais évidemment, tout ça, et c'est probablement pour ça qu'il n'y en a que 2 qui ont levé la main, c'est des contraintes quand on veut les mettre en œuvre. Ça introduit des ruptures sur la visibilité, sur l'accessibilité, sur l'organisation du code avec les split packages. D'accord? C'est embêtant les split packages. Pourquoi c'est bien les split packages? Hormis le fait qu'il faut qu'on refactor notre code. Eh bien, ça améliore la performance. Parce que maintenant, quand le class loader doit trouver une classe, il ne la cherche plus. C'est indexé maintenant. Un package ne peut être que dans un module. On a le nom pleinement qualifié de la classe. La JVM, c'est tout de suite où elle doit charger la classe. Et ça, on regarde le mauvais côté des split packages. Il y a le bon côté, c'est l'amélioration des perfs,
notamment sur une réduction du temps de chargement, enfin de recherche sur le chargement des classes. Et les classes, on en charge beaucoup. Et puis, vous voyez bien qu'a priori, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour passer aux modules, mais ils sont là hein, maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, une JVM, à partir de 9, elle ne sait travailler qu'avec des modules, implicites ou explicites, avec des unnamed modules ou des automatiques modules, mais elle ne sait plus travailler qu'avec des modules. Donc, il faut forcément des solutions, et il y en a pour faire cohabiter le monde modulaire et le monde non modulaire, pour arriver quand même à terme, hein, avant ma retraite, j'espère, à ce qu'on n'utilise plus que des modules. Mais, et ça va être important, je reviendrai dessus dans la deuxième partie sur la migration, il n'y a aucune obligation à rendre une application modulaire. Donc si vous me dites non, moi je ne veux pas passer à Java 11 parce qu'on ne veut pas passer au module, c'est pas vrai. Vous laissez tout dans ClassPass comme actuellement. Bon, il y a des petites choses à régler, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais ça le fait. Il n'y a aucune obligation à modulariser une application. Même si je reviendrai aussi tout à l'heure, c'est quand même peut-être une cible, ou ça devrait être une cible dans un futur plus ou moins proche. Et puis on a un truc sympa, on a un nouvel outil qui s'appelle JLink, qui nous permet de créer un JRE personnalisé. Un JRE personnalisé, c'est quoi? C'est un JRE qui ne contient que l'utile et nécessaire à l'exécution de l'application pour laquelle il a été créé. Ça facilite le déploiement, ça réduit la taille du livrable. Si vous faites du Docker, ça peut être une bonne solution pour réduire la taille des éléments qu'on met dans une image Docker. En Java 10, on a une nouvelle instruction, var, qui nous facilite la déclaration de variables locales, au travers de l'inférence. Donc on va laisser le compilateur inférer le type, donc on précise plus le type, juste var, et ça permet au compilateur d'inférer le type de cette variable en fonction de la valeur qu'on va affecter à cette variable. Ce qui fait qu'on peut faire des choses comme ça. Alors c'est très clivant var, mais parfois c'est super sympa, notamment quand on joue un petit peu avec les collectors et puis qu'on fait du grouping by, de grouping by, de grouping by, qui nous donne une map, de map, de map, de map. Puis je vous laisse compter le nombre de chevrons qu'on fait. Et puis aussi, il faut donner un nom à la variable. Là, je vais trouver un nom sympathique, peut-être un peu long. On peut simplifier ça, on met juste var. Ce qui fait que si jamais, avant, on hésitait à créer des variables intermédiaires, parce qu'on ne voulait pas mettre ce type un peu long, maintenant, il suffit de mettre var, et puis le compilateur, généralement, il se débrouille bien. Et puis, var n'est pas un mot-clé. Donc là, je vous propose une autre solution pour réduire le problème de la variable. Évidemment, faites pas ça. Ça se compile, hein. Ce n'est pas un mot-clé réservé, donc il n'y a pas de souci pour appeler une variable var. Alors var égale quelque chose. Je vous laisserai adapter vos bonnes pratiques. Mais il y a aussi d'autres opportunités. Alors ce n'est pas forcément des choses qu'on fera au quotidien, mais on peut faire des choses sympas quand on crée une classe anonyme interne. Avant, quand on faisait ce genre de choses, on était obligé de mettre une paire de parenthèses autour du constructeur, et puis on pouvait qu'invoquer qu'une des deux méthodes. Et bien là, maintenant, si on déclare la variable avec var, le compilateur connaît le type de la classe anonyme interne qui va être gérée, et donc on peut maintenant invoquer les deux méthodes. Vous ne pouvez pas faire ça avant. Et puis parfois, le type inféré, il est surprenant. Et là, je vais revenir sur notre fabrique. Je déclare une variable avec var, et j'invoque la fabrique of de liste en lui passant une chaîne de caractères et un integer. Et bien, quel va être le type inféré là, par le compilateur? Alors, ce n'est pas listObject, c'est pas list, c'est pas liste de points d'interrogation. Vous savez, quand on s'intéresse un petit peu au générique, on ne sait jamais trop quoi mettre parfois. Et bien, en Java 11, le type inféré, c'est ça. Qui comprend ça? Les deux mêmes. Ah non, il y a quelques mains qui se lèvent. Bon, bonne nouvelle pour tous, il faut reprendre le chapitre sur les génériques. D'accord? Oui, là, on a une syntaxe auquel on n'est pas habitué, mais qui est tout à fait légale. Hein. Qui est vraiment le type inféré. Et le pire, c'est en Java 17, ça c'est encore un petit peu complexifié. Bon, Java 11, 2018, septembre 2018, important parce que c'est une LTS quand même. Donc là, normalement, c'est une version sur laquelle les entreprises devraient cibler, puisqu'on nous garantit du support, enfin en tout cas des patchs, et du support si vous souhaitez le payer, sur quelques années. Bon, pas forcément grand-chose dedans, mais des choses sympas quand même. Une nouvelle API HTTP Client qui supporte l'HTTP2. D'ailleurs, il tourne par défaut l'HTTP2. Un support des WebSockets côté client et surtout la possibilité d'avoir ou de faire des invocations synchrones asynchrones avec une API un petit peu plus moderne que l'antique URL HTTP Connection. Qui a un bon souvenir du URL HTTP Connection? Ah, il n'y a plus qu'une main là, deux. Il faut que j'arrête mes questions, il y a de moins en moins de gens qui lèvent les mains. Chose sympa aussi, parce qu'avant c'était payant sous certaines circonstances dans le JDK d'Oracle, le Flight Recorder, que moi j'apprécie particulièrement, fait un talk la précédente session là-dessus à Devox, ça a été intégré dans OpenJDK. Ça c'est sympa pour faire du profiling, du monitoring. C'est intégré dans la JVM, c'est cool. Et puis la killing features pour les développeurs.
la possibilité de prendre un unique fichier Java, de ne pas le compiler, de le donner directement à la JVM pour qu'elle l'exécute. Alors, ce n'est pas de l'interpréter, hein. Il y a une phase de compilation, ça allonge le temps de démarrage, mais on peut faire ça. En Java 14, oh, grosse révolution aussi, là. Vous savez, des fois, en Java, on se dit toujours que ça évolue assez peu, mais il y a parfois des choses qui changent de manière assez importante. Il y a eu des interfaces. Bah, là, le switch a beaucoup évolué. Alors, le switch, tel qu'on le connaît en tant que statement, instruction, bon, il a plusieurs défauts, notamment le fall through, mais parce que ça, c'était historique, hérité de la syntaxe du C. Alors ça, vous le connaissez bien. À une petite nuance près en rouge, à partir de maintenant, on peut mettre plusieurs valeurs dans un case séparé par une virgule, même dans la syntaxe historique. Alors pourquoi je dis la syntaxe historique? Parce que maintenant, on a une seconde syntaxe, plus simple, utilisant l'opérateur arrow, celui qu'on a dans les lambda. Attention, c'est le même opérateur, deux rôles complètement différents. Et là, il n'y a plus de fall through. Vous voyez qu'il n'y a plus de break. D'ailleurs, de toute façon, si vous mettez un break, vous avez une erreur de compile. Mais par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que à droite de l'opérateur arrow, on peut mettre qu'une seule instruction, ou s'il y a plusieurs instructions, mettre un bloc de code. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de lisibilité, ça c'est quand même un petit peu plus sympa. Mais pour anticiper certaines choses de notre futur, on peut maintenant aussi utiliser le switch comme une expression. C'est-à-dire que partout où une expression est attendue, à droite d'un opérateur égal, on peut utiliser une instruction switch. Alors évidemment, ça implique que cette instruction switch doive retourner une valeur. Et bien avec la nouvelle syntaxe, ça se fait très simplement. On peut mettre directement la valeur, ou, s'il y a un bloc de code, utiliser une nouvelle instruction qui est un identifiant restreint, yield. Petite chose aussi, pas facile à voir, comme mon switch est utilisé comme une expression et qu'elle termine une ligne, depuis Java 1.0, une expression qui termine une ligne doit se terminer par un point-virgule. Alors ça, on n'est pas habitué, hein. On a surtout l'habitude d'utiliser le switch comme une instruction, donc on n'a pas besoin de mettre le point-virgule. Là, quand c'est une expression et que ça termine une ligne, il faut mettre un point-virgule. Bon, le compilateur vous le rappellera. Il est là pour ça, hein. Et puis, je ne vais pas insister beaucoup, du coup, on a une quatrième forme aussi, c'est qui permettent d'utiliser un switch instruction avec la syntaxe historique. Basiquement, ne le faites pas. Sachez que ça existe, si vous préparez une certif, vous pourriez avoir une question dessus, mais dans les faits, comme ça sera quelque chose de nouveau, préférez la nouvelle syntaxe. Ah, et puis autre chose, ça c'est cool. Moi j'ai entendu ça pendant 24 ans, comme quoi tout arrive. Hein. Manipulation de chaînes multilignes. C'est l'enfer. On tisse la chaîne, on concatène. Et bien maintenant, on a les blocs de texte en standard depuis Java 15, qui permet d'exprimer très facilement une chaîne de caractères multiligne, basiquement sans échapper aucun caractère. On peut faire des choses comme ça maintenant. Alors c'est un bloc de texte et pas simplement des chaînes multilignes, parce qu'on a aussi une gestion de l'indentation accessoire et significative en début et en fin de chaîne. Ce qui fait qu'on va pouvoir gérer ça de deux manières, soit le compilateur, parce que c'est le compilateur qui va gérer ça, il cherche le premier caractère qui n'est pas considéré comme un espace le plus à droite, ou il va regarder la position du délimiteur de fin si on le met sur sa propre ligne. Ce qui fait que dans cet exemple-ci, toute la partie assurée va être retirée. D'accord ? Et dans ce deuxième exemple, le séparateur de fin est sur la même ligne. Alors là, ils ne sont pas tout à fait équivalents, ces deux exemples-là, parce que le fait d'avoir mis le séparateur, le délimiteur de fin, sur sa propre ligne, ça induit un retour chariot supplémentaire après le tag /html. Pour régler ça, on a de nouveaux caractères d'échappement, anti/s, qui force à garder un espace, et on a un anti/retour chariot qui force à supprimer l'espace. Le retour chariot, pardon. Et ici, si je voulais que les deux exemples soient vraiment strictement équivalents, alors pas tout à fait équivalents parce qu'il y aurait les deux espaces qui sont conservés, mais j'aurais pu mettre l'anti/ pour demander au compilateur de supprimer ce retour chariot. Ah, autre chose super cool. S'il y a une raison à passer à Java 17, c'est celle-là. En tout cas pour nous, devs. Null pointer exception, on en a beaucoup, hein, on estime que plus ou moins la moitié des exceptions qu'on a en prod, c'est des null pointer exception. Bon, essentiellement pas notre faute parce qu'on ne contrôle pas, on présume, on fait trop confiance à la plan, mais voilà, c'est comme ça. Donc on en a beaucoup. Et quand on regarde les informations qu'on log, le message, il ne nous sert à rien. On est tous d'accord avec ça. Et puis en plus, si on a violé la loi de Demeter, il va falloir débugger pour trouver. On a stack trace quand même. Enfin bon, la stack trace, ça nous donne une ligne en fonction de ce qui est sur la ligne. Des fois c'est facile, des fois ça l'est un peu moins. Et bien là, la JVM fait une analyse du bytecode. Donc nous, on n'a rien à faire, hein, c'est gratuit. C'est la JVM qui s'en occupe. Et elle va fournir un message beaucoup plus précis et utile, parce qu'elle va nous fournir la cause et la conséquence de ce NPE.
En clair. En clair, la JVM fait le boulot pour nous. Sympa ça, non? Il n'empêche une toute petite chose, si on veut vraiment que le message soit très précis et que vous compilez avec Java-C, donc sans passer par un IDE ou Maven qui, eux, le configurent automatiquement, il faut utiliser l'option "-g" du compilateur pour avoir les informations de debug. Ce qui fait que par exemple ici, on se rend compte, simplement à la lecture, qu'on a un null pointer exception qui est levé effectivement en ligne 5, et on nous dit qu'effectivement on ne peut pas invoquer la méthode toUpperCase de la classe string sur la variable message parce que message est nul. Bon, ça y est, on a tout trouvé, il n'y a plus à chercher. C'est cool ça, non? Bon, bah faudra migrer, on verra ça tout à l'heure. Faites attention à une chose quand même, le message est contextuel, donc si jamais vous faites des recherches dans les logs ou des choses comme ça, en fonction de la cause ou de la conséquence de l'invocation, le message ne sera pas le même. Notamment pour l'utilisation des tableaux, de méthodes, de choses comme ça, le message peut être différent. Il est très contextuel. Il y a aussi des cas où c'est pas émis. Si vous levez votre propre null pointer exception, pourquoi pas. Dans ce cas-là, c'est uniquement celles qui sont levées par les API. Java 16, on a une première forme du pattern matching introduite dans l'opérateur instance-of, essentiellement pour simplifier le code. Ça, on connaît bien. C'est un gros défaut, c'est qu'il faut répéter 3 fois le type ici. Le type qu'on souhaite tester, évidemment, on définit une variable de ce type et le caster. Et bien avec le pattern matching, on peut faire de manière beaucoup plus simple. On va laisser le compilateur générer le bytecode pour nous. On précise simplement le nom de la variable et cette variable va être valorisée si l'opérateur instance-of renvoie true. Puis on peut aller aussi un petit peu plus loin en utilisant l'opérateur logique. Ici, si la variable obj est bien de type groupe, il va y avoir un cast dans ma variable groupe. Et ici, je teste que la collection qui est retournée par l'invocation de la méthode membre de cette instance de groupe ne soit pas vide. Donc on peut, plutôt que d'imbriquer 2 if, on peut faire tout sur une seule et même ligne. Autre chose intéressante, on a des records. Alors au-delà du bruit qu'on entend sur les records, quelque chose de particulier sur les records, c'est que c'est un nouveau type. C'est assez rare en Java 1. On a eu les classes et les interfaces en Java 1.0, on a eu les enums en Java 1.5. Et ben, en Java 16, on a les records. Et un petit peu sur la même manière que les enums, c'est une façon d'exprimer syntaxiquement simplement une classe un petit peu particulière. Et quelle va être la particularité de la classe que le compilateur va générer à partir d'un record? C'est que c'est une classe qui va encapsuler des données de manière immuable. Donc plutôt d'avoir à écrire des dizaines de lignes de code, souvent créées par le compilateur, par l'IDE, pardon. Souvent on me dit, oui, bon, bah, de toute façon c'est du code qu'on fait générer, mais par contre quand on va vouloir relire ce code, il faut le lire un petit peu en diagonale pour se rendre compte qu'effectivement c'est une classe immuable. Et bien maintenant on a une syntaxe très concise utilisant de nouveau un identifiant restreint qui s'appelle record, donc c'est pas un nouveau mot-clé réservé. Ici, je définis un record, donc une classe qui va encapsuler 3 champs qu'on définit dans les composants. Donc on ouvre une paire de parenthèses, on définit chacun des composants avec leur type. Et ici, j'encapsule 2 chaînes de caractères et une durée. Et là, c'est le compilateur qui va générer pour nous le bytecode de la cinquantaine de lignes qu'on aurait dû écrire ou faire générer pour nous proposer un constructeur dit canonique, donc avec les trois valeurs fournies pour chacun des champs. Des getters, évidemment, avec une petite particularité, ils ne respectent pas la convention JavaBean. Donc le nom des getters, ça sera le nom du champ. Si vous y tenez vraiment, on peut personnaliser un record, définissez une méthode d'instance qui s'appellera getTitre. N'ayez pas la très mauvaise idée d'appeler vos champs get quelque chose. Vous rigolez, mais je l'ai vu. Il va nous générer aussi une implémentation pour equals hashcode et toString. On peut le personnaliser de différentes manières. On peut rajouter des membres statiques, on peut rajouter des méthodes d'instance, donc évidemment, elles ne modifient pas les champs puisqu'ils sont privés finaux. Et puis, on a une nouvelle notion, le constructeur compact, avec une syntaxe un petit peu simplifiée, alors très particulière parce que on a l'habitude, un constructeur c'est une méthode, donc de devoir mettre en Java une paire de parenthèses. Eh bien pas là. Pour ne pas qu'il y ait de confusion avec le constructeur par défaut qu'on voudrait vouloir, par exemple, vouloir fournir une implémentation. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que de nouveau, c'est vraiment le minimum qu'on puisse fournir. C'est-à-dire, on remet simplement le nom de la classe pour indiquer que c'est ce constructeur compact. Vous voyez qu'on ne repasse pas les paramètres, c'est le compilateur qui va les récupérer. Et puis ici, on rajoute simplement un contrôle pour vérifier que le titre ici n'est pas vide ou ne contient que des espaces. Plein de choses intéressantes quand même aussi que les records. On a la possibilité de définir des records locaux
donc uniquement dans une méthode, utilisables dans cette méthode. Ils sont implicitement statiques. Et du coup, en Java 15, ils ont aussi permis, ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, de définir des interfaces et des énumérations locales, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Alors, les records sont immuables au sens Java, c'est-à-dire que si vous souhaitez qu'ils soient vraiment immuables, ça veut dire qu'il faut que tout ce que vous encapsulez soit immuable, ou prévoir des copies défensives. Je pense notamment si le membre est une liste. D'accord ? Mais c'est vraiment immuable. Moi, je suis assez effaré. Il y a beaucoup de développeurs qui viennent me voir en disant ouais, c'est bien le record, mais comment je viens changer le champ d'un record ? On ne peut pas. D'abord, ce n'est pas le but. Il faut s'interroger sur l'immutabilité. D'accord ? Mais vous pourriez toujours être tenté d'essayer quand même. On a l'API introspection, vous savez, le Godmode, pour faire ça. Je vous laisserai essayer. Il y a une exception. Et puis alors pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, qui se disent bon ok, l'introspection, on commence à limiter son utilisation, mais on a les varandles, vous savez. Qui connaît les varandles ? Là aussi, allez voir. Ça va pas faire plaisir à José, mais allez voir. Vous dites, j'ai essayé avec les varandles, ça marche pas non plus, vous avez une exception. Donc ils sont vraiment immuables pour le coup. Et voilà, enfin, si vous souhaitez une classe qui soit pas immuable, faut pas prendre un record. Vous définissez une classe comme on le fait depuis 24 ans. Chose intéressante aussi, alors j'ai pas forcément le temps d'en parler beaucoup parce que j'ai que 20 minutes, ce qui n'est pas beaucoup pour tout retracer, mais la façon dont les records sont désérialisés a complètement changé. Une instance, quand elle est désérialisée, on invoque le constructeur par défaut et ils utilisent l'introspection pour venir mettre les valeurs. Ce qui fait que si jamais quelqu'un a changé la valeur, il n'y a pas de contrôle. Là, quand un record est désérialisé, il y a forcément l'invocation du constructeur canonique. Et donc, si on la redéfinit avec un constructeur compact, les contrôles sont faits. Et là, on renforce la sécurité. C'est plutôt sympa. Java 17, on a les classes scellées. C'est des fonctionnalités qui existent déjà dans beaucoup d'autres langages. Alors, Java n'est pas novateur. Souvent, on me dit, c'est quoi la fonctionnalité qui est dans Java et qui n'est pas dans les autres langages ? Il n'y a pas. Si vous cherchez l'innovation, par contre, nous, on a la stabilité. On propose des choses qui sont réfléchies, mûrement, longuement parfois, mais qui sont stables dans le temps. Tu sors. Il n'empêche qu'avec les classes scellées, on va avoir une façon standard, déclarative, de définir quelles pourront être les classes feed directes d'une classe ou quelles sont les classes qui vont pouvoir implémenter une interface, puisqu'on peut sceller aussi une interface. Le but étant, notamment pour le compilateur et la JVM, de déterminer de manière exhaustive les sous-types. Et ça, pour des choses qui vont arriver avec le pattern matching, notamment dans l'instruction switch, ça sera intéressant. Pour ça, on a 3 nouveaux mots-clés contextuels, sealed, non-sealed et permit. À noter que non-sealed, c'est la première fois qu'on a un mot-clé qui introduit les mots composés avec un tiret. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup d'autres, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un identifiant valide, donc on peut en introduire autant qu'on veut. Il n'y a pas de risque d'incompatibilité avec l'existant. Ça complexifie un peu l'analyseur syntactique. On a des gens brillants pour coder ça, donc on les laisse faire. Ce qui fait qu'on peut déclarer ici une classe scellée, forme. Alors, vous voyez qu'on utilise le mot-clé sealed, et avec le mot-clé permit, on indique qu'il ne peut avoir que 2 classes phi qui sont cercle et triangle. Et bien sûr, le compilateur, la JVM aussi, vérifiera qu'il n'y a que ces 2 classes phi qui sont définies. Si elles ne le sont pas, vous avez aussi une erreur de compile. Chose importante, ces classes phi, elles doivent avoir obligatoirement un des modificateurs final, sealed ou non-sealed. Final qui indique, comme classiquement, qu'elle ne peut pas avoir de classe phi. Sealed pour indiquer qu'elle ne pourra avoir que les classes phi définies avec permits. Et puis non-sealed qui permet d'avoir toutes les classes phi ou petites phi, là en l'occurrence, qu'on souhaite. 2 contraintes quand même sur l'endroit où on va pouvoir stocker ces classes. L'idée, c'est qu'on n'éparpille pas les types partout, mais qu'on les concentre. Donc si vous êtes dans un module nommé, il faut absolument que ça soit dans le même module. La classe scellée et ces classes phi doivent être dans le même module, peut-être dans des packages différents, mais dans le même module. Si vous êtes dans un unnamed module, elles doivent être obligatoirement dans le même package. Java 17, septembre 2021, de nouveau, c'est une LTS, elle est sortie il y a 7 mois maintenant. Le Security Manager est déprécié for removal, donc il est toujours là, mais bon, il va être amené à disparaître. Qui trouve ça bien? Et vous n'avez plus la capacité de lever les bras, c'est toujours les deux mêmes qui répondent. Oracle a de nouveau changé sa licence, ils sont redevenus à quelque chose de plus facilement utilisable. Lisez-la quand même, on ne sait jamais. Et puis, je pense que c'est acté maintenant, c'était une proposition, mais c'est acté. La durée entre 2 LTS va passer de 3 à 2 ans. Donc on aura des versions plus fréquemment. Donc maintenant, vous allez migrer plus fréquemment. Là aussi, pas convaincu.
Mars dernier, c'était il y a un mois plus ou moins, Java 18, avec quelque chose, alors ça par contre, ça va être bien, mais il va y avoir un temps d'adaptation, notamment pour les Windowsiens, entre autres. UTF-8 va être utilisé par défaut pour les entrées-sorties dans la JVM, exception faite de ce qui est fait sur la console, le std-in, le std-err, qui reste sur le charset par défaut de l'OS. Donc ça devrait faciliter, mais bon, pendant un temps, je pense qu'on va avoir des ennuis supplémentaires, notamment sur les OS. Et si vous ne forcez pas l'encoding et que vous reposez sur l'OS et que si vous êtes sous Windows, il y aura un petit peu de boulot là quand même. Mais ça va être cool parce que ça va faciliter les choses à terme. Là aussi, je pense qu'il y en a au moins deux qui vont apprécier fortement. Le mécanisme finalize est déprécié. Content de ça? Ah, il y a 4 mains qui se lèvent. Vous l'utilisez? Qui a dit oui? Faut venir me causer. C'est mal. Bah, bientôt, ça sera... Enfin, bientôt, je sais pas, on s'en reverra peut-être dans quelques années, ça sera plus là. Un nouveau tag doclet add-snippet qui facilite l'insertion d'extraits de code, de fragments de code, soit embedded, soit d'un fichier externe avec quelques petites fonctionnalités pour mettre en évidence, pour faire des remplacements ou faire des liens. Un serveur web minimaliste ouais, pour faire des tests ou de la formation. M'en servir pour la formation. Et puis quelques améliorations sur la ramasse-miettes et la sécurité. Et ça, c'est important. Je vais revenir tout à l'heure. Bon, bilan de tout ça, on reproche souvent la verbosité de Java. Hein, bon. Même si moi je reste quand même convaincu que c'est pas forcément plus, enfin moins c'est verbeux, mieux c'est. C'est souvent plus compliqué à comprendre, ça demande plus de connaissances et de compétences. Mais en tout cas, Java se modernise, se simplifie aussi, alors pas sur tout, mais sur au moins ce qu'on a commencé à voir. Et puis là, je vous ai présenté que j'ai dû faire une sélection, hein. Il y a beaucoup d'autres choses. Je vous laisserai aller voir le collector teeing, un nouvel outil JPackage pour créer des installeurs natifs de nos applications Java créées avec JLink, des améliorations dans CDS. La méthode toList qui renvoie les éléments à la fin d'un stream dans une collection immuable. Et puis une classe standard maintenant pour faire du compactage de valeurs numériques. Vous savez, 2M pour 2 millions. On n'est plus obligé d'aller chercher une API tiers. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Bon, ça c'était le passé. Maintenant c'est le présent, la migration. Alors évidemment, j'espère qu'avec ce que je vous ai montré, vous êtes convaincus. C'était sympa ça. Ouais, là tout le monde lève la main. Ok. Ouais, mais maintenant, le plus dur reste à faire. Parce que ce n'est pas nous qu'il faut convaincre. C'est l'exploit et le management. D'accord pour faire une migration hein, vers une LTS, alors 11 ou 17 en fonction de là où vous êtes, et puis donc de budgéter et de planifier cette migration. Alors pour convaincre l'exploit, évidemment, on peut aller les voir et puis on peut leur présenter tout ce que je viens de vous montrer. Hein. Vous pouvez reprendre les slides, vous allez les voir. Ça ne va pas avoir un effet bœuf, d'accord? Même s'il y a plein de choses sympas, hein, nous on est enthousiasme, et puis eux, non, ils ne veulent pas. On a vu plein de choses sympas dans la syntaxe, dans les API. Bon, le problème, c'est que d'un point de vue exploit, eux, ils ne manipulent pas au quotidien la syntaxe API. Ce n'est pas leur préoccupation. Et puis en plus, pour de bonnes raisons, ils sont plutôt conservateurs. Tant que ça marche, surtout, on ne touche pas. Mais il n'empêche que nous, il ne faut pas qu'on focalise sur ce qu'on utilise au quotidien. La syntaxe API, ce n'est pas avec ça qu'il faut aller les voir. Mais par contre, il faut aller les voir en leur parlant de la JVM. Parce que Java, c'est aussi et surtout une JVM. Nous, développeurs, on y voit beaucoup le code, la syntaxe, les API, ce qu'on manipule. Et ce qui est intéressant, c'est que la JVM, elle évolue aussi. Souvent, les développeurs s'y intéressent pas, mais c'est intéressant. Et notamment sur deux sujets qui sont de la préoccupation de l'exploit, la performance et la sécurité. Et c'est vraiment deux préoccupations majeures. Si vous allez les voir et qu'ils ne vous écoutent pas avec performance sécurité, c'est sûrement pas avec la possibilité de mettre des blocs de texte que vous allez réussir à les convaincre. Un petit focus sur la performance parce que globalement, hein, chaque JVM améliore, en tout cas pour les versions LTS, les performances. Alors évidemment, pas forcément sur tout, mais quand même de manière globale. Puis bien sûr, ça dépend quand même de votre type d'application et de l'activité de cette application. Mais d'une manière globale, ça améliore les perfs. Pour différentes choses. Alors après, on peut toujours dire, oui, bon, ça fonctionne bien en Java 8. L'argument, c'est que ça fonctionnera encore mieux en 11 et en 17. D'accord ? Et c'est vrai, hein. Alors après, ça peut se mesurer. Hein. Puis encore une fois, c'est très variable en fonction de ce que vous faites. Mais ça, c'est lié au fait qu'il y a des composants de la JVM qui évoluent. Les garbage collectors, par exemple, ils ont tous évolué. À partir de Java 9, on a G1 sur des JVM serveurs par défaut. Donc dès que vous avez 2 Go de RAM, 2 cœurs sur un OS 64 bits, on a G1. Il y a aussi de nouveaux garbage collectors qui sont ajoutés. Si vous avez besoin de gérer des terras, vous allez me dire, oh, c'est pas demain la veille. On en reparle dans 10 ans.
Vous avez ZGC, Shenandoah, bon, et puis Epsilon GC qui est un petit peu plus particulier, mais on a le nouveau Garbage Collector. On a le JIT aussi qui évolue. Et puis, ça, parfois, on l'oublie aussi, l'implémentation de certaines API. Là, je pense à la class string qui a été intégralement réécrite en Java 9 pour ne plus stocker les chaînes de caractères sous la forme d'un tableau de char, encodé en UTF-16, donc nécessitant à chaque fois 2 octets, mais c'est un tableau de bytes maintenant. Ce qui fait que si votre chaîne de caractères ne contient que des caractères ASCII, vous pouvez espérer avoir une réduction de 50% de l'occupation mémoire sur des chaînes de caractères. Et dans une application de gestion, on estime, alors c'est des estimations que c'est 50% du HIP, ben on peut espérer gagner 25% de HIP. Je reviendrai aussi là-dessus tout à l'heure. En termes de sécurité, c'est pareil. Chaque nouvelle version de Java améliore la sécurité. Les routes certificats du CA-CERT sont mis à jour, les algofaibles sont désactivés ou retirés. On a un support de TLS 1.3 en Java 11, de nouveaux algorithmes de chiffrement introduits en Java 11 et Java 15. Quelque chose. Alors ça c'est un bon argument pour l'exploit. Les keystores, maintenant, utilisent par défaut PKCS12. Ça faisait longtemps que c'était réclamé. C'est fait à partir de Java 9. D'accord. Alors nous, à qui ça cause, ça? Un petit peu. Ah ouais, quelques mains. Ça doit causer à votre exploit. Hein. Ça, il faut leur dire. Et il faut passer à cause de ça. Ils seront contents. Support de SHA-3, pareil, en Java 9. Et puis en Java 16, ils ont retiré TLS 1.0 et 1.1. Donc vos applications Java pourront plus communiquer avec des applications qui tournent sur IE. C'est ballot, hein. Bon, puis des choses aussi sur les filtres de sérialisation introduits en Java 9 et 17. Convaincre le management. On va parler coûts. C'est pas très technique, mais voilà, hein, des fois, il faut trouver les arguments à notre disposition. Bon, évidemment, ils vont être très variables en fonction de l'état de votre application, surtout des tests que vous allez devoir être amené à réaliser, de la version à laquelle vous partez et de votre version cible, évidemment. Mais il n'empêche que tout à l'heure, on a parlé performance, réduction de la consommation de HIP, de choses comme ça. Bah, si vous réduisez la consommation de CPU, réduisez la consommation de HIP, si vous déployez des choses dans le cloud, bah, forcément, vous allez réduire les factures. Ça peut pas forcément être négligeable. Bon, il y a des choses, hein, tous les GC maintenant, même Serial GC, est capable de restituer de la mémoire à l'OS. Historiquement, bah, parce qu'on était sur du on-premise, on récupérait les objets, mais le HIP ne descendait pas. Là, tous les garbage collectors, hein, une fois que la mémoire, pendant un certain temps, elle est inutilisée, elle est restituée au système. Donc elle vous sera moins facturée dans le cloud. Bon, les compact streams, on a déjà dit, J-Link qui permet de créer des JRE plus petits, donc forcément moins de trafic réseau, des images Docker plus petites, plein de choses qui font que ça peut réduire vos coûts, notamment dans le cloud. Et puis un autre argument, alors là, pour le coup pas du tout technique, mais on va reparler d'une situation un peu compliquée en ce moment, c'est le recrutement. Très compliqué de recruter en ce moment. Si en plus vous faites ça sur des technologies obsolètes, alors là, c'est d'autant plus compliqué. Surtout si vous êtes sur des socles un peu anciens, si on dit voilà, je fais du Java 6 ou je fais du Java 17, le nombre de CV qui va arriver sera peut-être pas tout à fait le même. Et puis au-delà simplement de recruter, il y a le turnover aussi. Ça peut limiter le turnover de passer sur une stack un petit peu plus récente. Et puis on peut, alors c'est difficilement chiffrable, mais généralement le coût de recrutement il est bien supérieur au coût de migration. Hein. En tout cas, surtout s'il y a un certain nombre de personnes à recruter. Et puis quelque chose, alors là c'est légal, donc là aussi parfois ça touche le RGPD. Il y a un point sécurité sur le RGPD qui nous oblige plus ou moins à mettre à jour, alors peut-être pas à jour, mais en tout cas d'avoir des patchs. Alors d'aujourd'hui en Java 8, je crois que les patchs gratuits, c'est compliqué. D'accord. Bon, voilà, c'est une raison supplémentaire. Allez, quelques mots rapidement sur la mise en œuvre. Ouf, oui, je suis pas bien là. Bon, bien sûr, il faudra mettre à jour les outils avec les versions compatibles en fonction de la version de Java ciblée. Mettre à jour vos dépendances, ça fera pas de mal, si elles sont disponibles, évidemment. Utilisez JDEPS, c'est un outil qui est plutôt intéressant pour faire une cartographie de vos dépendances. On a des classes pass qui sont monstrueux, bon, ça c'est pas mal. Il détecte aussi l'utilisation des API internes. Et les split packages, si vous voulez aller jusqu'au module, il vous donne déjà les split packages, c'est sympa. Et puis, il y a un mythe urbain qui veut qu'il faut passer au module pour passer à Java 9 ou 11, enfin au-delà de Java 9. C'est pas vrai du tout. D'ailleurs, le premier truc que vous faites, c'est vous prenez votre application, vous laissez tout dans le ClassPass. Bon, ça ne marchera pas, mais vous corrigez, vous rajoutez les dépendances qui manquent. Et puis, généralement, il n'y a pas besoin d'une charge de travail monstrueuse pour arriver à faire ça. Et puis après, si vous le souhaitez, et je vous encourage à le faire, même si vous n'êtes pas forcément enclin à le vouloir, essayez petit à petit de migrer vers les modules. Mais ce n'est pas du tout une obligation. D'accord ?
Et puis, si vous avez une chaîne d'intégration continue, ça peut être intéressant d'avoir une branche à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, tous les 6 mois, pour voir si elle se compile et puis déjà anticiper des choses. Ça, on peut aussi profiter de notre infrastructure, pas juste pour construire du livrable, mais pour voir qu'est-ce qui se passe avec les versions qu'on n'envoie peut-être pas encore forcément en prod. À partir de Java 11, on a une vraie difficulté, c'est que la synchro-synth rétrocompatibilité, ils y ont renoncé. Donc dans chaque version, et vraiment dans toutes les versions, on a des API qui sont retirées. Alors dans certaines versions, beaucoup plus que d'autres, notamment en Java 11, on a beaucoup de choses qui ont été supprimées. Alors ils nous préviennent quand même. On a maintenant un nouvel attribut dans la notation deprecated qui s'appelle forRemoval, et quand il est marqué à true, qui indique que dans les versions suivantes, et potentiellement, et d'ailleurs souvent la suivante, c'est carrément retiré. Donc ça veut dire que ça ne compilera plus. Autant avant, c'était déprécié. Vous savez, on a plein de trucs dépréciés depuis Java 1.1. Ça compile bien, pas de problème. Là, ça compile plus. Donc, il faut s'y intéresser. Il y a un outil pour ça, fourni dans le JDK, qui s'appelle JDPR Scan. Alors, uniquement sur les API du JDK, mais qui nous donne déjà une idée des API dépréciés utilisés. Et il y a une option qui vous permet de ressortir self-for-removal, donc de pouvoir détecter plus facilement les potentiels ennuis qui vont survenir. 2 sites aussi sympas qui vous permettent assez facilement de checker quelles sont les nouvelles API, celles qui sont supprimées, retirées ou dépréciées for removal, Java Almanac et Foji.io. Allez voir, c'est plutôt cool. Si on souhaite migrer de Java 8 à 11, il va falloir gérer les incompatibilités, notamment les API retirées. Particulièrement pour Java 11, si vous en avez besoin, rajouter les dépendances, notamment sur ce qui a été qualifié d'API de Java EE, donc tout ce qui est JAXB, JAXWS, JTA, Corba, qui n'est pas du tout Java EE, mais qui a disparu. Qui a fait du Corba? Qui en fait encore? Vous aurez déjà pas ce problème-là de migration. Moi, j'ai un client qui a eu un problème et il s'est rendu compte qu'il y avait des petits bouts de Corba qui traînaient dans une classe qui n'était plus utilisée, mais elle ne compilait plus. Bon. Et puis JavaFX a été retiré. Bon, là, aller chercher la dépendance, c'est devenu un sous-projet d'OpenJDK. Vous avez aussi un certain nombre de fonctionnalités qui facilitent un petit peu la cohabitation, notamment l'option "-illégal-access" sur laquelle je vais revenir. On a des options pour assouplir aussi les règles de JPMS. Et puis pour ceux qui font des bibliothèques, le multi-release jar, qui donne une capacité à avoir une compilation pour différentes versions de Java d'une même classe dans un même jar. En termes de stratégie, la première chose à faire, c'est de migrer sur les modules. Vous laissez tout dans le ClassPath, vous réglez les différentes difficultés jusqu'à ce que ça s'exécute. Et puis généralement, ça demande un peu plus de boulot qu'avant, mais ça se gère, ça se fait plutôt bien. On peut aussi imaginer, alors là, on a souvent des problématiques avec nos dépendances, mais d'aller jusqu'à utiliser que des modules, que des zones des modules. Et puis pour migrer progressivement, il y a des solutions aussi, notamment au travers des automatiques modules. Si on veut passer de 11 à 17, c'est généralement plus simple que de passer de 8 à 11. Attention aux API retirés. Attention à Nashorn si vous l'utilisez, il est retiré aussi en Java 15. Et il va falloir, alors je sais que c'est impossible, mais il va falloir un code coverage à 100%. Pourquoi? Parce que on a une encapsulation forte maintenant des API du JDK à partir de Java 17. Et qu'est-ce qu'elle implique? C'est que depuis Java 9, on avait cette option, -illégal access, qui était à permit, et qui autorisait des classes dans le NN module de faire de l'introspection sur des modules qui ne le permettent pas. Ça a été fait pour des raisons de compatibilité. Au début, si on n'avait pas fait ça, il n'y a rien qui aurait marché. Ça affiche un warning à chaque premier accès. Et comme tout bon warning, qu'est-ce qu'on fait d'un warning? On l'ignore. Non! D'accord? Pourquoi? Parce qu'à partir de Java 16, la valeur par défaut, c'est deny. Alors là, tout le monde a dit, c'est pas grave, on va remettre -illégal, -access, permit. Ouais, ça a duré 6 mois. Parce qu'à partir de Java 17, elle est complètement ignorée. Donc ça veut dire que maintenant, tout ce qui était un warning, si vous ne l'avez pas réglé, c'est une exception. Et comme on n'a pas d'outil, puisque c'est de l'introspection qui permet de détecter, on est mal. Donc on peut avoir un impact potentiel. Donc là, il y a un gros travail de test quand même. Et attention, quand je dis introspection, ce n'est pas forcément dans notre code, c'est aussi dans celui fait par nos dépendances. Il y a des options pour ça, notamment permettre, autoriser au travers des options, notamment l'option de la JVM, -add-opens pour faire ça. Souvent, si vous êtes encore en Java 8, vous allez vouloir faire le grand saut, ne le faites pas. Faites des petits bonds, idéalement 2, vous passez d'abord à 11 pour plusieurs raisons. La première, c'est que de ne pas avoir à gérer tous les problèmes en même temps, d'avoir une meilleure visibilité sur le suivi aussi. Et puis, ne faites quand même qu'un seul déploiement en prod. Donc faites une migration à 11, testez, faites une migration à 17, puis après envoyez en prod. Ça réduit quand même des coûts de testing et de déploiement.
Allez, rapidement, le futur, on a plein de projets en cours, hein. Vous avez vu plein de talks là-dessus. Le projet Amber, alors on a déjà beaucoup de choses du projet Amber. La plupart de ce que je vous ai montré sur la syntaxe, c'est issu du projet Amber. Il y a le pattern matching qui va nous apporter plein de choses dans les années à venir. Le projet Panama aussi, en Java 17, il y a deux fonctionnalités, deux API qui sont proposées, Vector et Foreign Function and Memory API. Loom, dont on entend beaucoup parler en ce moment, les threads légers. Valhalla aussi. Là, on aura aussi beaucoup d'impact. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans quelques années, notamment avec les primitive types, et puis ils vont changer probablement beaucoup de choses dans les génériques. Et puis on va avoir Java 19 au mois de septembre prochain, et puis Java 21 qui sera la prochaine LTS en septembre 2023. Rapidement, on a une preview sur ce pattern matching, on a des choses, on va pouvoir faire des choses comme ça. Et puis un support des nuls, ce qui n'était pas possible dans les cases du switch. Et puis ça doit beaucoup évoluer. Là, je vous renvoie vers le talk des deux personnes qui lèvent souvent la main quand je pose des questions. Il vous parlera de ça très très bien. Il y a beaucoup de choses qui devraient arriver. Quelques mots sur le futur de Devoxx. Je ne fais pas partie de leur gars, hein, d'accord. Donc tout ce que je dis n'engage que moi. L'idée, c'est d'avoir encore 10 années de Devoxx. Je pense qu'on est tous d'accord. Ok. Aussi riche, aussi intéressant, aussi fun. Tous d'accord? Ouais. Sur les 2 étages du Palais des Congrès. Tous d'accord? Ouais, sauf Antonio, Zouer et Nicolas. Je pense qu'ils ne vont pas être d'accord avec ça. Allez, conclusion. Java poursuit son évolution pour simplifier, alors pas tout, mais sur certaines choses, augmenter notre productivité, forcément, offrir de nouvelles fonctionnalités aussi, on a vu pas mal de choses au niveau des API, améliorer la performance, la sécurité, ça c'est vraiment l'argument qu'il faut utiliser pour migrer. La plateforme poursuit aussi sa cure d'amaigrissement, donc voilà, il retire des choses, ça nous embête un peu sur les migrations, mais voilà, il faut le faire. Et pour en profiter, il faut migrer. Voilà. Et mon dernier slide, chaque année, Devoxx France nous enrichit depuis 10 ans. Donc un gros merci aux orgas, notamment les Gilets rouges. Et puis bonne continuation avec Java, Devoxx France, même s'il est déjà bien entamé. On peut espérer durant les 10 prochaines années. Et puis, comme dirait Patrick, rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, en avril 2023, pour en faire le bilan. 32. Fatigué.